C'est le vendredi des sports. Ce soir, on évoquera la liste de Claude Leroy pour faire face aux écureuils du Bénin. Toujours dans le cadre du foot togolais, nous parlerons de la conversion des ligues en comité de gestion. Et puis le foot au Cameroun, une liste des joueurs avec Ntep, mais sans Mukanjo. Et l'Espagne, délocalisation des matchs aux États-Unis. Les joueurs menacent de faire grève. On reçoit pour évoquer ces sujets Hervé Pisa, consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. D'abord, le foot togolais. Les éperviers du Togo se préparent à livrer un match le 9 septembre prochain face aux écureuils du Bénin. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2018. Claude Leroy a dévoilé sa liste. Hervé Pisa, d'abord, est-ce que cette liste vous a surpris? Bon, il faut dire que ce n'est pas une liste qui a surpris, enfin qui m'a surpris en tant que consultant, mais qui a surpris sûrement des journalistes sportifs et puis on va dire ceux qui s'intéressent à ce Curon. Parce que, enfin, moi j'ai été surpris du fait que Alexis Romao, qui a fait un championnat plein au niveau de l'Olympiakos et aujourd'hui qui est à Reims et qui est un milieu récupérateur que nous connaissons. C'est vrai que le joueur est sous le poids de l'âge, quoi qu'on dise, mais pour ce que nous avons dans notre JBCR ici en équipe nationale, je pense quand même sa place est là. Donc ça c'est la grande surprise. Maintenant, pour le reste, les autres surprises, c'est quoi? C'est que bon, on a un goal qui nous vient de Koroki de Chamba, et puis un joueur d'Ange de Noutier, et puis un autre joueur aussi de centre de formation d'Agoy de l'autre côté. Et bon, les autres, je pense que c'est les habitués, ils ont déjà connu cette sélection, quand bien même beaucoup sont sélectionnés, mais c'est pour cirer le banc, on ne les a jamais essayés. Bon, au cours des mêmes matchs amicaux et consorts, ce n'est pas ça. Donc moi, je suis un peu inquiet parce que vous savez, quand vous prenez sur le plan classement entre le Bénin et nous, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, vous savez, le Bénin aussi a un nouvel sélectionneur qui est Michel Dussier, que vous connaissez, un très bon entraîneur. Également aussi, ce week-end va se dérouler l'élection du nouveau bureau au niveau du Bénin. Et donc, ce nouveau bureau va vouloir forcément faire son baptême de feu. Et quand vous regardez aussi le niveau des joueurs et tout ça, là, c'est pas, je ne sais pas ce que Claude Leroy nous réserve, parce que pour moi, Atakora Lelawele, avec lequel il a essayé de jouer à la CAN, avec le même Alexis Romao, ça n'a pas marché parce que Atakora Lelawele est un joueur beaucoup plus offensif. Il va balle au pied, c'est quelqu'un qui aime toucher beaucoup de ballons, tourner sur lui-même. Alors que la récupération au niveau du milieu de terrain demande quoi? Il faut récupérer les ballons d'abord et de faire de très bonnes passes. Donc c'est le rôle là que je vois que l'Atakora ne peut pas jouer, que Alexis Romao pourra bien jouer. Ce qu'il a choisi pour mettre au milieu du terrain, je ne sais pas, ma foi, si ils pourront faire quelque chose, mais bon, de toutes les façons, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Si ce que Claude Leroy, pour sa mission, c'est de qualifier notre équipe nationale pour la CAN au Cameroun, bon, si c'est ça, de toutes les façons, le résultat nous en dira. De toute façon, lui, il connaît sa mission et il connaît mieux les joueurs. Oui, il connaît sa mission, il connaît les joueurs, mais le résultat pour le moment, avec les matchs amicaux où nous sommes dans la deuxième journée, donc jusque-là, c'est pas rassurant, nous l'avons dit ici. C'est rien qu'à faire le bilan de Claude Leroy jusqu'au jour d'aujourd'hui par rapport aux objectifs. Quand même le contrat cache beaucoup de choses, il faut dire que ce n'est pas aussi satisfaisant que ce que ses prédécesseurs ont fait. Ça, il faut le dire. Même certains en ont fait mieux s'il faut faire le bilan. Voilà. Mais le Bénin n'est pas aussi une grande équipe de football. C'est la portée du Togo. Le Bénin n'est pas une grande équipe de football, mais vous savez, le Bénin a joué, j'ai vu, c'est vrai que le Togo a été qualifié pour cette CAN passée au Gabon, mais il faut dire que le Bénin a été éliminé par une équipe du Mali, puis c'est-à-dire que ma foi, il faut dire qu'il est supérieur aussi à notre équipe nationale. Et quand tu prends aujourd'hui aussi le classement FIFA, le Mali et le Burkina sont devant nous. Donc ça, jouer avec
ces équipes-là. Et ce n'est pas, pour moi, c'est pas comment l'appelle-t-on, les éliminations de quelqu'un qui n'a pas pu participer à une CAN, mais c'est ce que vous avez et la tactique du jeu. Est-ce que vous voyez? Ouais. Moi, j'aurais même préféré voir un Claude Leroy, un directeur technique national du Togo, même quand même c'est un expatrié. Et puis bon, un très bon entraîneur pour côté, parce que pour moi, Claude Leroy, il dit qu'il n'y a rien de sorcier qu'il est en train d'apporter à notre équipe nationale. Il déçoit? Ben vraiment, il déçoit. Bon, enfin, moi, ça ne cache que moi, Hervé Pizza, en tant que consultant, quand je dis, je regarde les objectifs qui lui sont fixés, les matchs amicaux qu'il a fait au jour d'aujourd'hui, son parcours passant par la CAN et consort, moi, je me dis que ce n'est pas un résultat concluant. Et qu'est-ce que vous pensez pour le 9 septembre prochain, avec ce que vous avez vu et le 11 de départ qu'on aura sur le terrain, les Togolais risquent de se comporter comment sur le terrain? Ben, de toutes les façons, les Togolais voudraient gagner. L'équipe aussi qui vient, on est dans une compétition, c'est comme un concours. Chacun voudra forcément gagner. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on a connu les joueurs, je vous ai dit les surprises. Bon, maintenant, a-t-il les moyens de sa politique qu'il est en train de vouloir mettre? Il est le sélectionneur de toutes les façons. Je le dis, au-delà de mes observations, je dis qu'il a, comme on le dit, une mission. Cette mission-là, s'il déçoit les Togolais, de toutes les façons, si jamais le Bénin venait à bout du Togo, mais là, ça va commencer par jaser, parce que souvenez-vous qu'il y avait quand même des gens qui ont demandé une marche pour que Claude Leroy puisse démissionner par rapport à ces matchs après la CAN et consort. Donc, moi, je suis Togolais, je veux que mon équipe soit qualifiée, je veux que mon drapeau soit hissé au Cameroun, et je pense que Claude Leroy, si vraiment il veut remplir sa mission, c'est aussi d'avoir, je l'ai dit, c'est vrai qu'on n'a pas un très bon championnat. Au-delà de tout, je le dis comme ça parce qu'il se focalise beaucoup plus sur les binationaux. Et puis bon, au lieu de discuter sérieusement avec la fédération pour que nous ayons un niveau de football assez élevé au niveau de notre championnat. Bon, c'est ça là où le bas blesse. Et puis, le match se joue sur le stade de Kégué, on l'imagine. Le Togo a une certaine réputation d'invincibilité sur ce terrain-là, même s'il y a quelques exceptions. Oui, bon, vous savez, l'histoire ne va pas toujours se répéter. Les autres aussi, on dit qu'ils voyagent loin, ménagent sa monture. Ce n'est pas parce qu'on a cette... Et puis, il faut pas... Les moments sont différents. À l'époque, cette invincibilité-là, on avait quand même les jokers qu'il faut. On avait cette équipe, l'épine dorsale elle-même. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore les éléments pour parler de ça. Vous pouvez avoir une pelouse en bonne et due forme ou avoir vraiment le 12e homme, mais quand vous n'avez pas des éléments qui puissent vraiment jouer, vous faire plaisir, c'est que là, vous serez déçus. On reste toujours au Togo pour le second sujet, c'est toujours lié au foot. Et là, nous sommes en plein cœur avec la Ligue, conversion des ligues en comité de gestion. C'est un projet qui est en cours ou quoi? Non, mais écoutez, vous savez, moi, lorsque j'ai appris ces nominations-là, ça m'a un peu surpris parce que je pense que lorsque nous avons voté les textes au niveau de Sarakawa, les recommandations de la FIFA demandaient à ce que nous puissions maintenant avoir 6 ligues régionales. Et vous voyez, avant on appelait les ligues régionales, et quand vous prenez une région, vous avez plus de 3 ou 4 ligues, ce qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, je pense que avec le champ, ce qu'on appelle une ligue régionale, lorsque nous avons les régions avec les districts et consorts, c'est au fait ça pour pouvoir faire, avoir une administration normale. Parce que l'objectif de la FIFA, c'est d'aller vers la professionnalisation. C'est-à-dire que pour que demain, nous puissions avoir une ligue régionale. Bon, maintenant, ce que la fédération vient de faire, moi, ça me surprend. Pourquoi? On ne demande pas à la fédération. D'abord, la fédération n'a pas qualité de dissoudre les ligues. Elle n'a pas qualité. La fédération n'a pas le droit. Oui, la fédération n'a pas le droit de créer un membre. Les membres, tout ce qu'on leur demande, les membres sont là, les ligues sont là. Et la ligue régionale Savane, Kara, Centrale et Plateau, Maritime, on aura même 6 ligues. Et puis Lomé, il faut en créer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la fusion-création. La fusion-création suppose quoi? Quand je prends par exemple la Ligue des Plateaux, on a pratiquement 4 ligues. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande? De se converger, de se fusionner. Et maintenant, qui est-ce qui doit faire le travail? Il y a ce qu'on appelle la commission électorale en matière électorale, qui a
une mission et qui est élu pour un mandat de 4 ans. C'est eux qui s'occupent de ces genres de choses. Donc la fédération n'avait qu'à saisir cette commission-là qui doit maintenant organiser les élections au niveau des ligues régionales. Bon, je l'ai dit comme ça, quand vous prenez toujours sur la ligue régionale plateau, vous avez pratiquement 12 districts. Mais quand vous prenez la ligue centre, vous avez à peine 4. Est-ce que c'est les 4 membres qui vont aller les voter? Non. Et puis, il y a aussi un autre aspect. L'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'on dit désormais qu'au niveau des ligues, quand on aura les 6 ligues, par rapport au texte, c'est que les membres qui doivent désormais voter, enfin élire le comité exécutif, on a 24 au niveau des ligues régionales. Et qui est-ce qui a droit de vote? Est-ce que c'est le président, les vice-présidents, le secrétaire général et donc, et à cela s'ajoute qu'on donne la mission à ces membres-là de pouvoir faire des textes et aller aux élections. Alors que le 6 janvier prochain, c'est le congrès. Comment est-ce que cela va se faire? Tout ça là, la dernière fois je vous parlais de ça. Ça veut dire que ça devait se faire même bien avant maintenant. Donc là où elle a tout faux, moi je me dis qu'il y a un peu de contorsion. Il faut aller vers la fusion-création. Il ne faut pas créer des comités pour en faire, comment l'appelle-t-on, une administration. La fédération n'a pas qualité de dissoudre les ligues. Mais peut-être connaissant aussi le temps très réduit qui reste, il faut accélérer les choses. Mais ce n'est pas une question de temps réduit. C'est ce que j'ai dit. Le temps réduit, aujourd'hui, M. Samuel, si on demande que fait la commission électorale en matière électorale, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? Est-ce que vous voyez? Bon, moi, j'ai comme impression, les gens veulent jouer à un jeu. Et surtout, c'est ça. On va arriver à un niveau où les mêmes problèmes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on dit, comme je vous ai dit, au niveau des ligues régionales, il faut 24. Au niveau des D1, il faut 12. Au niveau de la D2, il faut 12. Maintenant, le nombre qui compétit au niveau des D2, jusqu'à ce qu'on arrive à terme, en 2000, c'est-à-dire qu'à terme de la mission du comité exécutif, on ne sera pas à 12 membres au niveau de la D2. Et qui est-ce qui va voter? On va demander que c'est du premier jusqu'au 12e. Et sur quels critères? Nous avons compétit au même titre. En quoi le premier et le 12e doivent voter et que les autres? Donc on va créer un autre problème. Là, ce que vous voyez. Donc moi je dis que s'il faut bien faire les choses, il faut bien. Et puis de deux, lorsque je regarde un peu dans ces comités, il y a ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Est-ce que vous voyez? Il y a par exemple M. Henri Diagba, qui est le conseiller du président, qui est membre et président au niveau de Lomé, alors qu'il est conseiller au niveau de la fédération. Il y a conflit d'intérêts. Il y en a d'autres, il y a aussi d'autres membres. Quand je prends, comment l'appelle-t-on, M. Thiassé, il est président d'un club de D2. Si on le met dans ce comité-là pour aller, ça va influencer le vote. Donc, il y a Vous avez l'impression qu'au niveau du bureau de la fédération, on est en train de mettre les gens qu'il faut en place pour s'assurer une victoire. Moi je me dis que les gens sont en train de se frayer un chemin pour demain, alors que ce n'est pas ce qu'on demande aux gens. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut. Pour moi, Hervé Pisa, même quand la FIFA était là, j'ai participé à ces textes-là. J'ai dit, en principe, on ne peut pas avoir des présidents des clubs qui puissent être membres du comité exécutif. Il y a conflit d'intérêts. Imaginez-vous que le président ait un club et que vous, Samuel, vous n'avez pas de club et qu'il joue avec vous. Mais l'arbitre, il y a l'influence. Mais l'arbitre ne va pas vouloir... Ça dit que c'est classé. Donc aujourd'hui, on demande aux gens, nous, au niveau de Togo, il faut faire les textes qui conviennent à ce que nous puissions aller vers la professionnalisation. Est-ce que vous voyez? Ce qui n'est pas franchement normal. Nous ne faisons pas vraiment ce jeu-là. Je demande vraiment à ce que la fédération essaie de revoir. Vous allez voir que moi, ce qui va se passer jusqu'au 6 janvier, je ne suis pas sûr que ces comités mis sur pied puissent faire des élections à ce que nous ayons des membres. Parce que vous voyez, un membre qui a été élu ne peut pas être disqualifié par la fédération qui, elle aussi, a été élue par les mêmes membres. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, on ne peut que demander fusion-création. Donc, la commission électorale en matière électorale
va maintenant superviser les élections. Ouais. Maintenant, chacun va faire sa liste comme ça se fait à la fédération. Donc, bon, voilà un peu... je crois que, bon, le comité exécutif, bon, je ne veux pas dire que je connais mieux que quiconque, mais quand moi je lis les textes, moi je me dis, il ne faudrait pas qu'on revienne à la case de départ demain. On sera confronté forcément, s'il faut aller avec ces comités-là, on sera confronté à un problème. On va sur le sujet de très près et éventuellement on en parlera ici. Troisième sujet, c'est le Cameroun. Le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, le néerlandais Clarence Seedorf, a annoncé sa première liste de joueurs depuis sa nomination début août, retenant le franco-camerounais Paul-Georges Ntep, mais écartant notamment l'ancien capitaine Benjamin Mukanjo. Est-ce que c'est un choix qui se justifie? Oui, c'est un choix qui se justifie. Vous savez, bon, le joueur Ntep, je pense qu'il était du côté de la France, il était dans le championnat français, mais actuellement il se trouve à Augsbourg. Et puis vous savez, Clarence Seedorf et Kluivert, ils suivent ce que c'est que la fiche technique des joueurs. Je l'ai dit. Et de toutes les façons, c'est ce qu'un sélectionneur doit pouvoir faire. Quelle est la compétition, le nombre de buts marqués, la santé du joueur et tout ça, là, ça compte. Donc, bon... Et puis, il y a aussi, nous avons souvent classé les championnats. Hein? Donc, la Chine, vous savez, la Chine, c'est un championnat bas de l'échelle, oui, qui ne reflète pas ce que les entraîneurs, comme les joueurs de haut niveau que sont les Clarence Seedorf et Kluivert, peuvent cautionner. Ça ressemble. Le championnat chinois est à l'image de la D2 française. Est-ce que vous voyez? Alors que quand vous prenez quelqu'un qui joue en Allemagne, à Augsbourg, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un championnat de niveau. Est-ce que vous voyez? Et puis le travail, comme je l'ai dit, les conditions physiques et la fiche technique du joueur lui-même. Et donc, les raisons évoquées, c'est ça. Ça dit que le championnat chinois n'est pas un championnat de niveau élevé. Donc, on préfère ceux qui sont au niveau élevé pour le moment, parce qu'on veut arriver à un résultat. C'est ça, lorsque vous avez les cahiers de charges, c'est que vous faites avec. Donc, pour le moment, c'est difficile de pouvoir critiquer, mais je l'ai dit l'autre jour, parce qu'ils arrivent en pleine crise au Cameroun, mais ce qui c'est forcément qu'ils ont une mission de faire en sorte d'avoir une équipe équilibrée demain. Bon, maintenant, c'est vrai que l'ancien capitaine qui a tout feu, tout flamme, il a beaucoup donné sur le terrain. Et quand vous regardez un peu aujourd'hui, c'est ça aussi, la plupart des joueurs, des grands joueurs qui vont jouer en Chine, ils reviennent. Parce que leur image et tout ça, ce n'est pas ça. Donc, ils préfèrent venir au niveau de l'Europe et tout ça là. Et puis bon, ou bien au niveau des États-Unis, comme les Samuel Eto'o et consorts. Vous voyez un peu. Donc, le championnat chinois n'est pas aussi un championnat de très haut niveau. Donc, voilà les raisons évoquées lorsque nous avons investigué. Et c'est la raison pour laquelle l'ancien capitaine a été écarté. Alors, pour le Georges Ntep, est-ce que lui, c'est vrai qu'il joue en championnat allemand, mais c'est un joueur très brillant qui peut faire le job? Vous savez, je l'ai toujours dit, il y a certains joueurs, lorsqu'ils évoluent en championnat français, que ce soit au niveau de la D2 ou au niveau de la D1, ils ont des talents, mais ça dépend du coaching. Et quand vous prenez, vous avez vu que même les Français, à un moment donné, ils vont chercher les coachs allemands, les coachs anglais et tout ça là. Le Paris Saint-Germain, vous avez vu un peu la chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément que ce championnat-là, au niveau de l'Allemagne, est élevé. Et quand quelqu'un quitte la France pour l'Allemagne ou pour l'Angleterre, c'est qu'il faut le compter parmi les choisis pour une compétition. Dernier sujet, c'est l'Espagne. L'hypothèse de voir des matchs de la Liga espagnole joués aux États-Unis continue de faire des remous. Le syndicat des joueurs du championnat d'Espagne a menacé la Ligue de se mettre en grève si celle-ci ne revenait pas sur son projet de délocaliser un match officiel aux États-Unis, annoncé jeudi dernier. Nous sommes fatigués de ces décisions unilatérales qui affectent directement les joueurs, comme celle de jouer hors d'Espagne. Alors, c'est quoi délocaliser un match du championnat hors du pays? Ça se fait habituellement? Oui, ça peut se faire. Vous savez, la fédération ne peut pas se lever comme ça pour décider. Quand les joueurs, quand ils demandent, ils réclament l'augmentation de leur salaire ou tout ça, ils pensent que l'argent, ça se trouve où? C'est aussi le nerf de la guerre, c'est ça aussi le problème. Je pense que l'Angleterre a voulu essayer, a voulu vivre cette expérience-là, mais au finish, s'est confrontée à des problèmes et a dû les lâcher. Peut-être que si elle avait vécu cette expérience et que ça
n'avait pas marché. C'est comme l'arbitrage vidéo. L'Angleterre a dit non, mais nous, on n'est pas dedans. Ce qu'on siffle, on le siffle. C'est comme ça, on ne veut rien regarder. Donc, c'est des décisions, ça dépend. Et donc, ces délocalisations-là, c'est à but lucratif, il faut le dire. C'est à but lucratif. Donc, ils veulent attirer les gens de l'Amérique et tout ça là. C'est une question d'argent. C'est vrai, les joueurs, ils ont le droit de protester. À avoir un football fait d'argent et d'affaires, simplement. Oui, ça va jouer un peu. Vous savez, il y aura un décalage. C'est comme certains vont jouer à 5 heures, certains vont jouer à 2 heures. C'est-à-dire que pour faire vivre, vous savez que c'est en ce moment-là que du côté de l'Amérique, certains, à ce niveau-là, veulent vraiment regarder. Et donc, ça sera, c'est attirer ces gens-là pour pouvoir avoir de l'argent. Et même moi, je pense que c'était mieux de discuter, c'est pour ce projet-là, de discuter. C'est vrai, bon, la décision n'est pas encore totalement prise, mais les joueurs ont sonné le glas, ils préviennent. Bon, maintenant, il faut que les discussions se fassent. Sûrement que, est-ce que si les joueurs disent, bon, ok, si on doit délocaliser pour aller jouer, est-ce qu'on ne va pas nous augmenter les salaires et tout ça, parce que ça joue. Bon, maintenant, je pense qu'eux aussi, ils ont voulu faire une espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est des matchs chocs. C'est-à-dire que les matchs phares, quand tu prends le Real face au Barcelone, Barcelone face... les classicos. Oui, voilà, les classicos, exactement, les classicos. Donc, bon, il y avait une histoire comme ça qui devait être discutée. Maintenant, ils veulent, peut-être que les autres veulent mettre beaucoup plus d'argent. Donc, ils veulent essayer. Mais je pense que ce n'est pas totalement bien parce que ça va dénaturer un peu ce football espagnol. Ça va dénaturer. Donc, il y a les conséquences. Mais moi, je parle en tant que consultant et peut-être que du côté de l'Espagne, ils ont bien étudié les choses. Ils ont pensé quelque chose. Mais bon, s'ils venaient à renoncer, comprenez tout simplement que j'aurais raison parce que pour moi, quand je regarde un peu délocaliser les matchs, aller jouer à 2 heures parce que Samuel, vous n'allez pas vous réveiller à 1 heure, 2 heures pour regarder un match à Barcelone, quel que soit même ce classico-là. Donc, ça dénature un peu sur le plan même européen et tout ça là, ça va dénaturer un peu ce football espagnol. Hervé Pisa, merci d'être passé nous donner ces explications. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et regard croisé juste après.